s'appesantir un tout petit peu, si vous voulez, sur le sens des mots. Et donc, dans le titre que j'ai choisi, Comment libérer la créativité et favoriser la résilience chez le malade d'Alzheimer, qui est un titre un peu ambitieux, j'en conviens, on va peut-être d'abord s'appesantir sur la notion de créativité, en cherchant des définitions de la créativité, d'apprendre que ce mot est très récent dans la langue française. Il a été accepté par les académiciens en 1970, beaucoup étaient contre d'ailleurs. Et l'idée, c'est qu'au fond, c'était le synonyme d'inventivité, vous voyez, mais ça n'apportait rien. J'ai trouvé plusieurs définitions et j'ai trouvé que cette définition était celle qui, pour nous, était la plus intéressante. L'acte créatif peut être considéré comme le fruit d'une volonté de puiser des informations provenant de la mémoire et de les réorganiser d'une manière nouvelle, poussée par l'imagination, l'instinct, l'inspiration et les émotions. De mon point de vue, ce qui pose problème avec le malade d'Alzheimer par rapport à la créativité ou l'acte créatif, ce n'est pas tellement la mémoire, parce que je crois qu'il faut vraiment chasser de notre pensée l'idée que les patients Alzheimer n'ont pas de mémoire. Nous avons de multiples mémoires et il y a beaucoup de mémoires qui sont conservées chez le malade d'Alzheimer. Le problème, à mon avis, le plus important, c'est celui de la volonté, de l'imagination, l'instinct, l'inspiration, les émotions, tout ça, il en reste chez le patient Alzheimer. C'est souvent la volonté qui est déficiente. Donc je crois que la première idée serait de dire que si l'on veut effectivement mettre en situation d'un patient Alzheimer d'être créatif, il faut remplacer la volonté par le plaisir. C'est-à-dire que si on le met en situation d'avoir du plaisir et du désir, alors peut-être effectivement qu'il peut se passer un moment créatif, où il peut se passer de la nouveauté, puisqu'au fond la définition la plus courte de la créativité, c'est de produire de la nouveauté. Donc voilà, cette idée, si vous voulez, qu'on va remplacer la volonté par le désir et le plaisir. Alors, je m'excuse, on va revenir très brièvement sur ce qui a été dit par Jacques Touchon ce matin. Je crois que ce pauvre Wilhelm de Kooning est indéfiniment utilisé par les gens qui traitent le sujet. J'ai juste quelques petites informations nouvelles à vous apporter sur lui, à savoir que voilà, c'était le représentant de l'expressionnisme abstrait, c'était le peintre qui valait le plus cher après la guerre de 50, c'était des sommes faramineuses. Et la question qui s'est posée en salle de vente avec les experts, c'était de savoir si la peinture de sa période Alzheimer, qui est ici, hein, ça aussi qui est peut-être un peu moins connu, qui est magnifique, hein, 86, 3 ans avant d'être mis sous tutelle, la question qui se posait, c'est de savoir si cette peinture avait une valeur. Et la conclusion des historiens d'art était qu'effectivement, sa peinture tardive avait une valeur. C'est tellement vrai qu'actuellement, une exposition au MoMA Wilhelm de Kooning et que les dernières peintures de sa vie sont exposées de façon tout à fait solennelle. Et il y a même certains historiens d'art qui prétendent que cette peinture tout à fait de la fin de sa vie serait finalement un peu le résumé fulgurant de ce qu'il voulait exprimer auparavant. C'est vrai que si vous reprenez par exemple des toiles comme celle-ci, qui sont des toiles lorsqu'il était en parfaite santé, vous voyez qu'il y a une palette de couleurs qui prédomine. Alors après, nous avons évidemment une simplification importante, mais on retrouve quand même des couleurs qui sont assez similaires. Et quand vous demandez à des gens ce qu'ils préfèrent, au public, il y en a qui vous disent qu'ils préfèrent cette peinture-là à, par exemple, Marilyn Monroe, qui était ici, et qu'on peut ne pas aimer, hein, et qui date de 1954. Voilà ce que je voulais juste ajouter sur Wilhelm de Kooning. Évidemment, on ne peut pas éviter celui-là non plus. Je vais juste vous montrer quelques peintures de Carolus Horn qui sont moins connues. Alors ça, c'est tout à fait à la fin de sa vie, quand sa maladie Alzheimer a été très évoluée. Ici, c'est le Mont Saint-Michel, parce que malgré tout, on pense souvent que sa seule marotte était de peindre le pont du Rialto à Venise. On a le sentiment qu'il y passait quasiment toute sa vie. Mais non, il a quand même voyagé, il a peint d'autres choses. Ça, c'est le Mont Saint-Michel. Et voilà, quand l'Alzheimer a commencé, vous voyez, des bustes qui sont un petit peu comme des jouets, des petits personnages qui sont assez infantiles. Mais c'est assez coloré, c'est vivant, il y a plus d'émotion. Et là aussi, c'est un autre paysage qu'il a peint avant la maladie Alzheimer et au début de la maladie Alzheimer, où on voit un buste aussi qui est assez, qui ressemble à un jouet. Voilà. Alors, je vais vous raconter maintenant une expérience que l'on a faite d'un atelier de peinture. Cette expérience
est un peu original parce qu'il ne s'est pas agi, bien entendu, de faire peindre les patients, il ne s'est pas agi de les occuper non plus, il s'est agi de proposer une expérience d'une rencontre avec un artiste. Le principe est le suivant, c'est qu'on laisse le patient peindre ce qu'il veut sur une feuille, tout à fait librement, et ensuite, au bout d'une demi-heure, l'artiste vient les voir, parle avec eux, essaie de ressentir un peu ce qu'est leur vie intérieure, et complète avec quelques traits de peinture, mais pas beaucoup. Et ensuite, il écoute le commentaire du malade. Et donc, vous avez des commentaires qui sont parfois très surprenants et très beaux, qui sont associés donc, à la peinture du malade. C'est une technique qu'on peut faire aussi avec les familles. L'atelier est ouvert. Parfois, il y a des familles qui viennent peindre, parfois les soignants. Et vous allez voir qu'on a même proposé à Bruno Dubois de faire l'expérience au sortir d'un colloque. Alors, on a parlé tout à l'heure de la notion de désir et de plaisir. Ce qui est important, effectivement, c'est que les patients ils aient envie de peindre. Donc, il y a quelques petites astuces techniques. On utilise des très gros pinceaux avec d'énormes réservoirs et des pots de peinture de couleur également spectaculaires. Et quand vous trempez votre gros pinceau dans un pot et que vous déposez ça sur la feuille, ça fait un effet tout à fait spectaculaire. Vous allez peut-être... Alors, voilà, ça c'est l'artiste à droite. C'est un enfant la petite fille d'une résidente. Ici, vous voyez Bruno Dubois à droite, qui est en train aussi de faire ses devoirs, si on peut dire. Ici, une malade. Et voilà. Et on va commencer tout de suite à voir les productions des patients. Le commentaire qu'elle a fait, c'était il faut mettre... Alors, il y a une erreur parce que c'est tiré d'un livre, mais l'éditeur s'est trompé. En fait, le texte, c'est il faut mettre le chauve de son côté. Donc en fait, quand elle avait fini de dessiner, il y avait un patient qui était chauve et qu'elle regardait de façon fixe, parce que je pense qu'elle était probablement un peu amoureuse de lui. Et quand elle a fini de peindre, elle a fait ce commentaire, il faut mettre le chauve de son côté. Ici, c'est une dame qui a dit, après avoir fait son dessin, c'est Picasso aux grandes dents. Alors ici, c'est une dame qui ne voulait pas faire grand-chose non plus, et elle a fait la tête, vous voyez, en grattant comme ça sa feuille de papier de façon insistante. Et l'artiste lui a dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Elle n'a rien dit, et sa voisine a dit « l'homme en grosse colère ». Et alors à ce moment-là, l'artiste a complété en faisant un costume. Voilà. On avait l'impression, je crois que ce n'est pas une dame, c'était un monsieur, et c'est pour ça que sa voisine a dit « l'homme en grosse colère », parce que le monsieur était effectivement très mécontent. Alors c'est un monsieur qui travaillait dans des entreprises et il a fait ce commentaire, on ne sait pas très bien ce que ça représente pour lui. Je travaillais pour les entreprises, j'étais très bon mais de loin. Ici c'était assez naturel si vous voulez, c'est venu tout seul, le patient a dit bah, c'est un feu d'artifice. Et alors l'artiste a dit tiens bon, on va mettre ça dans une poêle. Donc il a mis feu d'artifice dans la poêle. Ici ça ressemblait comme ça à un flacon, et on a demandé à la patiente ce qu'elle voulait dire. On a dit ça sent bon, elle a dit oui, c'est le raisin parfum. Effectivement, elle avait l'idée d'un parfum. Ici c'est naturel, c'est venu tout seul, hein, c'est Don Quichotte. Ici c'est un monsieur, on n'a rien complété, hein, c'était comme ça à l'origine, et vous avez compris qu'il était comptable. Voilà, donc il a continué sur sa feuille à compter. Ah ça c'est assez amusant. C'est une femme qui a fait tout ce nuage rouge, et puis tout d'un coup, je ne sais pas, dans la discussion avec l'artiste, elle lui a dit « les gens qui ont du sens sont assommés ». Et l'artiste s'est dit « bon, alors finalement, je vais faire une Castafiore ». Voilà. Donc c'est vraiment, si vous voulez, la rencontre entre deux, je dirais presque entre deux inconscients, hein, celui du patient et celui de l'artiste. C'est pas n'importe quel artiste, c'est quelqu'un qui, je pense, a une grande capacité d'empathie et d'intuition de l'autre, et ce qu'il produit est vraiment en lien avec sa rencontre avec le malade. Ça, c'est une dame qui est aveugle, qui a fait ça, et elle avait fait le trait noir, et il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un serpent, et donc elle ne voyait pas ce qu'elle faisait, hein, et elle a répondu, non, c'est un baiser sur la main. Voilà. Donc ensuite, il a dessiner quelques plumes. Vous finissez le dessin, non, je ne veux pas rentrer à pas d'heure. Quel était votre métier avant ? C'est un monsieur qui était ingénieur.
Et il a dit la chose suivante après avoir dessiné: j'étais ingénieur pour la progression du futur. Ça, c'est une phrase formidable. Voilà, ça c'est venu tout seul aussi, hein, le 14 juillet, et ça a été peint, je crois, le 13 juillet, juste la veille du défilé. Donc l'artiste a ajouté l'avion et le patient avait fait ça spontanément. Ici, c'est un commentaire de patient, une sole préhistorique. C'est extraordinaire. Hein. C'est dans le ventre et ça ne se voit pas, donc ça je ne sais pas dans quel contexte ça a été produit, je ne peux pas vous dire. Fauve sur fraise. Les commentaires sont toujours ceux du malade, hein. Ça c'est une règle absolue. Moulin rouge, ça voudrait être la naissance d'un papillon. C'est un dessin délicat, oui, il est fait par quelqu'un de délicat. Donc ça c'était fait sur du papier de Chine très fin, effectivement, et cette femme s'était beaucoup appliquée, et elle a dit ça spontanément. C'est un dessin délicat, il est fait par quelqu'un de délicat. Tapis perçant très difficile. On ne peut pas éviter la souffrance, mais la tragédie est une option. C'est quand même inouï, ça. Vraiment, mon pinceau est plus fort que moi. Hein. On dirait comme ça la spontanéité d'un Georges Mathieu. Il faut donner la vie à toute une page. Ça, c'est comme ça qu'a compris ce qu'on lui proposait de faire. Il n'y avait pas d'obligation, mais ce qu'on lui proposait de faire. Elle a fait ce dessin et ensuite elle a dit: il faut donner la vie à toute une page. Ici, c'est une dame qui était couturière et elle a utilisé son pinceau comme on coud, en faisant des petites taches comme ça, comme s'il y avait de la couture à faire. Le canapé. C'est moche, mais le principal, c'est de ne plus avoir mal. Il monte une marche. Là, on est sûrement en Hollande, c'est sûr. Vu de face, on voit toujours le passé. Alors ça, c'est quand même très énigmatique. Collier d'huître, très joli. Il sort ce soir, non, il rentre. Et alors ça, c'est un monsieur qui dessine ça avec des rayures, avec un vague palmier, et son commentaire a été le suivant: je suis allé 2 fois au Mexique, les 2 fois pour voir une jeune femme. Donc c'est là où on se rend compte, si vous voulez, que l'expression artistique, par le biais de l'émotion, peut faire remonter des îlots de mémoire. C'est vraiment une porte d'entrée dans des pans de la mémoire qui ne sont pas accessibles habituellement et qui peuvent se réactiver de cette façon-là. Ça libère de l'air et au début on est inquiet. Bon, ça c'est mystérieux. Une partie du monde. Donc à dessiner une planisphère. Alors ça, c'est une dame qui avait travaillé dans la haute couture et qui a dit ça: je suis mondaine d'instinct. Bon, phrase définitive, c'était pour se présenter. Très beau ça, solde. Bon. Alors ça, c'est énigmatique aussi. C'est très beau, c'est un patient qui a dit: mes parents, ils sont toujours contents en même temps. Bon, à quoi ça renvoyait de son histoire personnelle? On ne sait pas. Mais il y a cette phrase qui est sortie. C'est quelqu'un, il est vide en dedans. Alors ça, évidemment, c'est une phrase que beaucoup d'Alzheimer pourraient dire. Peignes africains. Tout à l'heure, ça ne veut rien dire. Bon. Je ne peux pas savoir comment faire car mes parents ont toujours gardé le silence. C'est quand même intéressant, tous ces souvenirs d'enfance qui reviennent comme ça et qu'on ne va pas du tout solliciter, hein, c'est tout à fait spontané. Il ne faut pas avoir peur, tu peins et tu es contente. Voilà, je crois qu'elle disait ça notamment pour sa voisine qui avait du mal à se lancer sur sa feuille. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur? Très très bien ça. Une couleur pour partir d'ici. Bon, bah, c'était certainement une patiente qui n'était pas très heureuse d'être dans l'institution et qui avait envie de partir. Ça va bien, maintenant on fait de l'art normal. Les mangues, ça c'est très beau, très pur, très simple. Je ne vois pas ce que je peux faire pour que ça devienne mondial. Bon, alors là, on est dans un monde intérieur qui nous échappe, mais en tout cas, il y a manifestement un projet grandiose. Je vais faire le dessin, mais sans le pinceau. Bon, alors ça, on ne sait pas très bien. Je ne perds qu'à coup sûr. Voilà, c'est
considère que ce qu'elle fait a vraiment de la valeur. Taureau, bien sûr. Voilà. Donc je vous ai montré quelques exemples de ces peintures. Donc c'est un atelier qui n'est pas du tout fermé, qui est ouvert. Il y a parfois des familles qui passent, qui participent, parfois des soignants aussi. Et j'ai pensé que c'était intéressant de partager avec vous ce dispositif, qui est un dispositif qui n'est pas ordinaire, puisque finalement le patient n'est pas le seul à peindre. Et bien entendu, l'objectif, ce n'est pas de faire de belles choses, c'est de la rencontre avec l'artiste. Qu'est-ce qu'on entend par la résilience ? En général, si vous voulez, le concept le plus souvent est utilisé de la façon suivante. Ça consiste à dire que la capacité chez l'enfant, l'adulte, à surmonter un traumatisme et ensuite à reprendre son développement. Bien. Parfois, simplement, il s'agit de surmonter un traumatisme. Quand Cyrulnik, qui lui-même a fait plusieurs définitions différentes de la résilience, dit, j'aime bien cette formule un peu lapidaire, l'art de naviguer dans les torrents, je crois qu'il s'agit surtout de surmonter un traumatisme ou de les éviter. Donc évidemment, il est certain que dans la maladie d'Alzheimer, on ne va pas parler de reprise du développement, n'est-ce pas ? Ça ne serait pas pertinent. Par contre, la capacité à surmonter les traumatismes, ça oui, c'est tout à fait pertinent. Et c'est de ça dont on va parler. Alors, je vais vous embêter avec quelque chose dont on a déjà parlé depuis ce matin, mais qui me paraît quelque chose de fondamental. Si on veut comprendre la résilience chez le malade d'Alzheimer, il faut évidemment s'intéresser au système de mémoire, n'est-ce pas ? Parce que qu'est-ce qui va permettre de rendre résilient un patient, ou qui soit résilient par lui-même ? C'est justement l'utilisation de ces systèmes de mémoire qui sont encore fonctionnels et qui sont préservés. Et c'est une notion qui, malheureusement, n'est pas encore suffisamment partagée. Il y a trop d'établissements dans lesquels on prend en charge les patients Alzheimer sans savoir ce que c'est que la mémoire sémantique, la mémoire procédurale, la mémoire implicite. Et c'est extrêmement dommage, parce que vous vous en êtes rendu compte ce matin à travers tous les exposés qui ont été faits. Ce sont des notions qui sont fondamentales pour comprendre la vie psychique du malade Alzheimer. Alors le premier concept qui a été d'ailleurs développé par le précédent orateur, de la mémoire de travail, vous savez tous ce que c'est cette mémoire qui permet de retenir un numéro de téléphone, ça dure 2 minutes. Bon. Ça a des conséquences pratiques dans la prise en charge des patients Alzheimer. D'abord, il faut savoir qu'il y a certaines activités, alors évidemment les Alzheimer, si vous leur demandez ce qu'ils ont fait il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, là ils sont très déficients. Bon. Mais dans la bande des 2 minutes, vous avez un certain nombre d'activités qui sont possibles. Par exemple, de jouer au Scrabble. Le Scrabble, les choix qui sont faits, pour trouver des lettres, etc., nécessitent d'utiliser sa mémoire de travail et sa mémoire sémantique. Mais si vous avez une mémoire épisodique qui est fusillée, ça fonctionnera quand même. Bon. En revanche, par exemple, ne demandez pas à un patient Alzheimer de jouer au bridge, parce que là, il faut reculer quand même de 3, 4, 5 minutes avec les levées, et il va être effectivement en difficulté. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'un patient Alzheimer peut faire une traduction avec une langue étrangère de façon souvent très satisfaisante. Il y avait un service hospitalier où on utilisait un malade Alzheimer pour faire la traduction français-anglais quand il y avait des collègues étrangers qui venaient. Bon. Et donc il suivait toute la visite, il traduisait très correctement, et à la fin on disait aux collègues étrangers, ben, vous voyez, l'interprète est un malade d'Alzheimer. Bon. C'est ça exprès pour un peu impressionner les collègues. Évidemment, 1 heure après, le patient avait complètement oublié qu'il avait fait l'interprète, mais la traduction entre le français et une langue étrangère se fait dans un laps de temps qui dure 2 minutes. D'ailleurs, on dit des patients Alzheimer qu'ils ont perdu la mémoire, mais on ne s'interroge pas de savoir pourquoi ils arrivent encore au début de la maladie à parler correctement. S'ils avaient perdu toute mémoire, ils ne pourraient pas terminer une phrase correctement parce qu'ils ne se rappelleraient pas de ce qu'ils ont dit au début. Donc c'est bien la preuve que dans le très court terme, les patients Alzheimer ont une mémoire qui fonctionne. Il faut savoir en profiter parce qu'à ce moment-là, on les met dans des situations qui les renforcent sur le plan narcissique. C'est vrai qu'utiliser un patient Alzheimer débutant pour faire la traduction étrangère, français-étranger, eh bien, c'est quand même le valoriser, c'est le mettre dans une situation où il est dans la vie normale. Mais pour ça, évidemment, il faut comprendre comment son psychisme fonctionne. Je vais vous raconter une autre anecdote. C'est la fille d'une résidente qui arrive un jour, qui entend du piano dans le salon et qui dit « Mais qui joue si bien du piano ?» Et on lui dit « Madame, c'est votre mère. » Ah, elle dit « Mais écoutez, c'est pas possible, ma mère, ça fait 5 ans qu'elle ne joue plus de piano. » Bon. La dame en question était une dame qui était une excellente pianiste, on l'avait appris, on l'avait effectivement remis au piano avec des partitions,
Et en fait, si vous voulez, elle lisait ses partitions, et ensuite ça se traduisait sur le clavier avec son jeu, avec ses mains. Elle jouait très correctement, en faisant l'aller-retour entre le clavier et les partitions. Et une demi-heure après, quand elle avait fini de jouer, elle avait complètement oublié qu'elle avait joué du piano. En général, elle partait avec les partitions sous le bras, elle les perdait quelque part dans un couloir, et elle ne savait plus ce qu'elle avait fait. Et sa fille avait renoncé à lui faire jouer du piano parce qu'elle pensait qu'elle avait perdu la mémoire et que ça n'était plus possible. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, la démonstration de l'intérêt de bien connaître le fonctionnement des systèmes de mémoire. La mémoire épisodique, c'est la mémoire au sens classique du terme, celle que l'on connaît tous et que le grand public également pense être la seule mémoire. C'est la mémoire de nos événements de vie. Alors, il y a, puisque c'est ce qui commence à craquer en premier dans la maladie Alzheimer, surtout la mémoire épisodique récente, la mémoire ancienne est plus longtemps conservée, il y a un mécanisme qui, je crois, est un mécanisme de résilience alors tout à fait typique chez le malade Alzheimer et qui est même le plus efficace et le plus spectaculaire, ce sont les fabulations. Ces patients, effectivement, qui fabulent, ne savent pas où ils se trouvent, ils ont une difficulté à donner sens à leur vie dans le présent, et ils inventent une explication et une histoire à leur situation actuelle. Ils n'inventent pas n'importe comment, en général, ils inventent ça en tirant de leur vie passée. Et alors, je vais vous donner deux exemples d'un monsieur qui me croisait dans les couloirs et qui me disait « Est-ce que vous avez pensé à convoquer le conseil d'administration pour faire les licenciements nécessaires ?» Il disait ça devant les aides-soignantes et les infirmières. Et à la fin, on me disait « Mais docteur, est-ce qu'il y a un problème dans l'établissement, etc. Est-ce que l'établissement va déposer son bilan ?» Et je m'en suis servi comme exemple dans les formations d'école d'infirmières. Je leur ai dit « Vous avez un malade qui vous dit ça. Est-ce que vous avez pensé à convoquer le conseil d'administration pour faire les licenciements nécessaires ?» Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Est-ce que vous allez lui dire « Monsieur, vous avez une maladie Alzheimer, vous avez des problèmes de mémoire, et donc il n'y a pas de conseil d'administration, vous êtes dans un établissement médical. » Ou est-ce que vous allez lui dire « Oui, monsieur, le conseil d'administration va avoir lieu. » Je leur dis « Attention, dans ces cas-là, vous savez ce qui vous attend, c'est-à-dire qu'il va vous le redemander, et qu'à 3h de l'après-midi, il faudra vraiment qu'il soit là, le conseil d'administration, et que vous fassiez un faux conseil avec des figurants, etc. » Je lui dis « C'est quoi votre solution ?» Alors en général, ça bredouille un peu, ils ne veulent pas effectivement le mettre dans le cadre des malades, donc ils essaient de tricher un peu avec l'histoire de l'installation du conseil d'administration. Mais en fait, bien entendu, la bonne solution, c'est ni l'un ni l'autre. La bonne solution, c'est de renforcer ce malade en le faisant parler de son passé lointain, qui était son passé professionnel, parce que c'est ça qu'en fin de compte qui constitue son identité, et c'est de ça dont il veut parler. Et s'ils lui ont dit « Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait ?» parce qu'il avait encore un peu des souvenirs anciens, « Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle ?» etc. À ce moment-là, il devient beaucoup moins insistant pour exiger la tenue du conseil d'administration. Alors, il est certain, et ça je l'ai constaté très souvent, c'est que les patients qui sont capables de produire des fabulations sont beaucoup moins angoissés que les autres. C'est vraiment un mécanisme protecteur. Parce que le problème principal du patient Alzheimer, c'est de donner du sens à sa vie, au quotidien. C'est-à-dire qu'il est dans des environnements qui ne sont pas familiers et il doit expliquer pourquoi il est là et ce qu'il y fait. Donc ceux qui sont capables, si vous voulez, de donner du sens et d'inventer une histoire dans laquelle ils vont habiter progressivement, sont ceux qui vont se protéger de l'angoisse. Et ceux qui ne sont pas capables de faire ça auront probablement plus de difficultés. J'ai eu un autre patient comme ça qui était un médecin-chef de gastro-entérologie qui me prenait pour son assistant, donc il considérait qu'il continuait à diriger son service. Et un jour, très gentiment, il est venu me voir, il m'a dit, il me prenait pour son assistant, « Tu sais, je crois que je suis un peu fatigué, je vais aller donner ma démission au directeur de l'établissement. » Bon. Mais personne ne le contredisait, il était dans cet espace psychique-là, et cet homme, effectivement, a vécu son Alzheimer de façon extrêmement paisible. Il n'y avait jamais d'angoisse. Peut-être un petit mot que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit parfois ce matin. On parle beaucoup de la souffrance des patients Alzheimer. Il y a beaucoup de patients qui souffrent, mais il y a aussi des patients qui arrivent effectivement à mettre en place des mécanismes de défense qui font qu'ils vont vivre leur Alzheimer avec une certaine sérénité, très peu de souffrance. Parfois, c'est les familles qui sont plus en difficulté que le malade, dans ces cas-là d'ailleurs. Mais tous les Alzheimer n'ont pas, je dirais, un déroulement véritablement angoissé de la maladie. Alors, autre moyen, si vous voulez, de rentrer dans la mémoire épisodique,
c'est ce dont on a parlé toute la matinée, bien entendu, ce sont les émotions, n'est-ce pas? Bon, il y a beaucoup d'informations qui sont perdues en mémoire épisodique, mais quand on arrive à faire surgir des émotions un peu fortes, on voit tout d'un coup des îlots de mémoire qui remontent, ce qui s'est même produit parfois avec les peintures. Et pour en rajouter une couche sur ce qui a été dit sur le rôle important de l'émotion, je vous rappelle que les vieilles maîtresses d'école, autrefois, considéraient que pour que les enfants retiennent bien, il fallait des stress de plaisir et des stress de punition. D'où le système des bons points et des punitions. Bon. Parce qu'elles savaient qu'avec ça, les enfants, ils retenaient mieux. Maintenant, on considère que ce n'est pas correct de faire comme ça, mais malgré tout, si vous voulez, l'émotion est un moyen de faire rentrer le souvenir et de l'enregistrer. Alors, tout ce qui permet effectivement de réactiver par le biais des émotions des pans de mémoire, évidemment, permet de remettre le patient dans une situation temporairement de normalité. La mémoire sémantique, c'est la mémoire des connaissances générales, c'est la mémoire du langage notamment, et là aussi, si vous voulez, c'est très utile dans la prise en charge parce que autant, si vous voulez, quand on va voir un patient Alzheimer, lui demander ce qu'il a fait dans la journée, si quelqu'un est venu lui rendre visite, ça n'a strictement aucun intérêt. Autant avoir des conversations sur la cuisine, la politique, des choses qui ne sont pas datées, mais qui touchent à la culture générale, eh bien, le patient peut avoir une conversation parfaitement adaptée et la maladie peut être inapparente. C'est comme ça que vous avez parfois des gens célèbres, on voit ça dans la presse, n'est-ce pas, qui suscitent des commentaires contradictoires, certains disant qu'ils ont des troubles de mémoire, et d'autres disant « mais je ne comprends pas, cette dame, j'ai parlé avec elle pendant un quart d'heure, elle n'avait aucun problème ». Bon. Eh bien effectivement, quand on reste au niveau de la culture générale et de la mémoire sémantique, on peut se rendre compte que les patients sont capables d'avoir une conversation absolument cohérente pendant parfois une durée assez importante. Bon, je ne vous dirai pas à qui je pense, mais je pense que vous le savez. 5 minutes, c'est tout. Bien, très bien. Alors ensuite, la mémoire procédurale, je ne vais pas beaucoup en parler parce que je crois que ça a été largement développé par notre conférencier précédent. C'est bien entendu tout ce qui touche au savoir-faire gestuel. On peut jargonner et chanter correctement. C'est même une méthode de rééducation qui est utilisée pour des patients qui ont des accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire qu'on leur demande d'abord de chanter ce qu'ils veulent dire avant de le dire. Bon. Donc on peut faire des chorales avec des patients qui jargonnent. J'ai eu un patient qui jargonnait et qui jouait de l'accordéon pendant 4 heures d'affilée. C'était même un peu fatigant, si vous voulez. Il avait une conversation totalement incohérente, mais il jouait parfaitement bien de l'accordéon. Ce sont des choses importantes à savoir, parce que les familles, parfois, auraient mis l'accordéon au placard et puis c'était terminé. Vous voyez. Donc il y a bien sûr la danse qui est tout à fait possible. Et puis il y a aussi, par exemple, on peut faire des activités sportives qui restent également longtemps possibles, alors même que le patient peut avoir perdu le langage et sa mémoire sémantique. Et puis je vais terminer par la mémoire implicite, qui est cette mémoire inconsciente, qui aussi a été développée, donc je ne voudrais pas faire trop de redites. Enfin, vous connaissez la publicité subliminale, qui est interdite d'un point de vue déontologique, qui consiste à glisser quelques images publicitaires pour obtenir un changement de comportement de la personne, du consommateur. Et vous savez, on met 12 plaques de chocolat sur une table, on projette un film de cinéma, et une fois tous les 34 ou 50 images, on met par exemple « manger du chocolat Suchard ». À la sortie du film, les gens n'ont pas eu le sentiment d'avoir vu de plaques de chocolat, mais quand on leur demande de choisir sur une table, la grosse majorité va aller prendre du Suchard. Eh bien, cette mémoire inconsciente est très longtemps conservée chez le patient Alzheimer, et il faut savoir s'en servir. Je crois que ça a été parfaitement démontré par Hervé Platel ce matin, donc je ne vais pas insister. Mais il y a vraiment cette idée forte, si vous voulez. Je vais vous raconter quand même 2-3 anecdotes là-dessus. J'ai eu un patient qui était au dernier stade de la maladie Alzheimer, qui ne disait pas un mot. Et un jour, sa petite fille est rentrée dans l'établissement et il a dit « Ah, ma petite fille ». Bon.
Donc vous voyez, c'est la preuve qu'il y a des traces qui restent très longtemps. Sa petite fille venait régulièrement le voir. Il y a des traces qui restent très longtemps et qui peuvent tout d'un coup ressurgir, même dans des stades avancés de la maladie d'Alzheimer. Le patient ne peut pas exprimer beaucoup de choses. On a l'impression qu'il est amimique, qu'il est inexpressif, mais peut-être qu'il ressent davantage. Et en tout cas, tous les messages qu'on lui envoie laissent une trace. Alors, pour terminer, j'ai voulu vous montrer comme ça des images un peu optimistes. d'îlot, on pourrait dire. Et je conclurai de la façon suivante. L'art-thérapie, en mobilisant les émotions et les affects, peut réactiver des îlots de mémoire chez le malade Alzheimer. Elle peut également générer des apprentissages. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes pour parler de théâtre. 1 minute et demie pour parler de théâtre. Bon, on a fait du théâtre, c'était il y a 10 ans. Et évidemment, il y a des jeunes comédiens qui sont venus et ils m'ont dit, les patients d'Alzheimer, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et je leur ai dit, non, je ne vous expliquerai rien, vous allez vous débrouiller tout seul. Donc ils sont débrouillés et au bout de 3 mois, ils sont revenus me voir et ils m'ont dit la chose suivante, ils m'ont dit, mais vous savez, vos malades, ils ont quand même de la mémoire. Ce qu'ils avaient inventé, tout simplement, c'est ce qui se fait couramment maintenant, c'est qu'ils avaient fait de la commedia dell'arte. Toutes les semaines, à heure fixe, il y avait une salle avec une rangée de fauteuils et ça simulait un avion. Et le scénario était le suivant, il y en avait un qui faisait le pilote, ils annonçaient qu'il y avait une panne de kérosène et qu'il fallait faire un atterrissage d'urgence. Donc il y avait une patiente qui faisait l'hôtesse et qui distribuait les bonbons pour calmer les passagers, et tous les autres étaient assis, et c'est toujours le même qui faisait le pilote. Et les comédiens professionnels, de temps en temps, relançaient un peu le pilote, etc. Bon. Et quand ils sortaient de là, 1 heure après, ils ne savaient évidemment pas ce qu'ils avaient fait. Et puis, au fur et à mesure que les séances avançaient, ils rentraient de plus en plus vite dans le scénario. Et à la fin, il y en a un qui, en rentrant dans la salle, a dit « Ah, c'est l'avion ». Bon. Et puis, les comédiens n'avaient presque plus à intervenir. Ça fonctionnait tout seul. Donc, il y a, ce que nous a expliqué Hervé Platel ce matin, des apprentissages qui sont possibles. Et ce n'était pas d'ailleurs l'apprentissage du texte qui était fait là-dedans. C'était l'apprentissage du contexte. C'est-à-dire qu'ils savaient que, bon, voilà, c'était la disposition de l'avion, etc. Ils avaient compris à peu près de quoi il s'agissait. Et ensuite, ils improvisaient, mais avec des choses qui étaient souvent un peu similaires d'une séance à l'autre.